Je vais annoncer, comme Jeff n'est pas là, le second panel, qui est modéré par une grande dame. Nous l'appelons maman. C'est en fait, effectivement, une maman. Et pour les étudiantes qui sont dans la salle, je crois qu'elle est une fierté et vous devez vous inspirer de son parcours. Elle ne fera pas son parcours, mais approchez cette grande dame pour que l'héritage soit véritablement fructueux. En tout cas, maman, merci d'être là. Je voudrais annoncer ministre Aol Koba Etna, qui a été donc ministre et ancienne représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF au Togo, au Niger et en Côte d'Ivoire. Ça fait plusieurs années qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite. Elle est sortie de sa retraite pour traiter du thème créole, créolité, créolisation, quel sens, quelle histoire, quelle projection pour nos sociétés africaines. Merci maman. Vous avez le micro. Alors bonjour à tous. Je suis émue, mais bon, c'est pas le moment d'être ému. Nous avons le deuxième panel qui va commencer. Et nous avons 3 panélistes. Et j'ai le plaisir d'animer ce panel. Le thème a été déjà donné. Je vais et dire quelques mots sur leur parcours. Mais avant d'appeler les panélistes, je voudrais revenir sur rencontre, FIFA rencontre. FIFA rencontre, cela a été dit hier, la rencontre permet de se révéler à soi. C'est l'identité. Ce n'est pas une identité apparente, c'est une identité intérieure, profonde, qui nous anime. Et cette identité nous fait poser la question, qui suis-je à tout moment? Qui suis-je? Donc voilà, nous allons revenir sur le thème et appeler Maître Dominique Monutuka. Il est là. Bienvenue, maître. Venez à mes côtés. Voilà. Alors, maître Dominique Monutuka est docteur en droit. Il exerce la profession d'avocat au barreau de Fort-de-France. Mais il est en même temps président de l'Institut de recherche et d'études de l'histoire des Amériques. Bienvenue. La panéliste femme de ce panel, c'est Madame Vicky Poulin-Catan. Elle est là. Madame, soyez la bienvenue. Oui, ici. Bonjour. Bonjour, merci. Madame Vicky Poulin-Catan a vécu les migrations contraintes. Donc ça fait partie de son histoire. Et nous sommes là aussi pour visiter l'histoire. Jeter un regard sur l'histoire. Elle a vécu les migrations contraintes.
Elle a un engagement. Elle est consultante, formatrice, médiateur et elle est conceptrice d'un documentaire au sein de l'association Human Resources. Madame Vicky Poulin-Catin, merci d'être là. Oui. Le troisième panéliste, c'est Monsieur Arthur Vido. Monsieur Arthur Vido, veuillez nous rejoindre. Soyez la bienvenue. Oui, là-bas, c'est bien aussi. Monsieur Vido est un historien. Il vient du Bénin. Il nous vient du Bénin. Il est maître de conférences des universités du CAMES. Il est enseignant-chercheur. Il est auteur et co-auteur. Il va donc nous parler ce matin de créole, créolité, créolisation. Quel sens? Je dirais même quel ressenti, quelle histoire, quelle projection sur nos sociétés africaines. Et dans projection, il y a quelque chose pour le futur proche, médian et lointain. Donc, dans cette projection, nous aurons des pistes de recherche ou des pistes de réflexion ou des pistes d'action pour le futur de ce FIFA. Voilà la présentation. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons y aller. Je vais donner la parole à Maître Dominique Monituka pour son intervention. Le micro, est-ce que la logistique est là? Je pense. Oui. Bonjour tout le monde. C'est avec solennité que je prends la parole devant vous aujourd'hui. Tellement pour nous, Martiniquaises, qui sont présents en délégation dans le cadre de cette manifestation de la FIA, tellement pour nous, c'est important, cette rencontre. Et à travers mon exposé, ce que je souhaite, c'est restituer cette importance de manière pédagogique suffisamment claire pour que vous compreniez pourquoi nous sommes là. Alors, mon discours sera juridique. Je parlerai du droit. Et je parlerai aussi de l'histoire du droit. Et quel est ce droit? Ce droit, c'est le droit que constitue un système particulier qui est le système colonial. Et nous allons l'analyser et comprendre en fait son organisation, sa finalité. Ce sera un peu de la théorie juridique, de façon à comprendre ce qui se passe véritablement à travers ce système. Et qui nous permettra de comprendre c'est quoi le processus de créolisation. Et quel rapport nous devons avoir vis-à-vis de ce processus en conscience. Un système, la colonisation, par conséquent, ce sont des idées qui ont été traduites en actes. Ces idées sont des idées déterminées. Nous savons qui ont mis ces idées en action, ce sont des Européens. Mais puisque nous parlons du droit, nous irons jusqu'au bout. C'est le législateur européen qui a organisé, décidé d'organiser ce système pour y intégrer les Noirs à un moment donné. Alors, idée, traduction en acte,
je voudrais d'emblée en fait enlever une confusion. Puisque nous parlons de système, analysons ce système dans son principe même. Il s'agit c'est un système en fait de déni d'humanité. C'est un système en fait de hiérarchisation des êtres, de déni d'humanité. Il faut comprendre que ce système, lorsque les premiers Noirs vont y être intégrés, il existe déjà. Et par conséquent, nous savons que les premiers Noirs qui vont y être intégrés, en l'occurrence, s'agissant de cette colonisation qui débute à partir du XVe siècle et qui va s'étendre, nous savons que les premiers Noirs sont les Africains, les Noirs africains sur le continent. Comprenez bien qu'en fait, que d'emblée, le système préexistant africain a déjà un statut juridique, une identité juridique dans ce système. Et donc, par conséquent, lorsque les Occidentaux viennent ici, c'est pour récupérer des Noirs et les intégrer dans un système qui existe déjà, dans lequel, en fait, le Noir africain a déjà une identité d'être inférieur. Donc, par conséquent, le système dont on parle, s'agissant des Noirs, la colonisation dont les Noirs sont les victimes, est un système qui commence sa pratique en Afrique. Et dès lors, avant même la déportation, ceux qui sont capturés, et nous avons vu en fait, nous avons visité des lieux en fait où ils ont été capturés, sont déjà intégrés dans le système colonial. Ça, il est important de comprendre en fait ça. Pas peut-être pour ceux qui ne l'ont pas encore analysé ou qui le subissent, mais pour celui qui l'a organisé, ils ont déjà un statut dans ce système. Et c'est le statut d'inférieur, d'être inférieur. Et donc, lorsqu'ils partent, ils sont l'étalon de l'être inférieur. Et ça permettra de comprendre en fait le processus de créolisation, l'étalon de l'être inférieur. Et donc, maintenant que nous avons compris un peu ces choses, je ferai une remarque pédagogique pour comprendre en fait comment ce système va être monté. Alors, imaginez un cercle. Et dans ce cercle, il y a des droits et des obligations. Pour comprendre comment le législateur, en fait, crée l'esclave, crée le meuble, crée l'indigène, crée l'affranchi. Un cercle, des droits, il s'agit de l'identité juridique qui va être affectée à l'être humain. Et dans ce cercle, imaginez le législateur. C'est un démiurge, il crée des êtres. Et il va enlever des obligations s'il veut créer un esclave, ce qu'il va désigner. C'est un concept, ce n'est pas l'être tangible. L'être tangible est un être humain. Il va, dans ce cercle-là, il maîtrise en fait son affaire, il enlève les droits. Il ne reste que des obligations. Et on construit un esclave. Il faut comprendre en fait la démarche, comment en fait ils arrivent à créer ce système et le maintenir sur le temps. Comment créer, par exemple, un indigène? Il y a le code de l'indigénat. Nous sommes toujours dans le même système colonial. Et le système en fait colonial, en fait, système de déni d'humanité, eh bien, c'est un système en effet où il va avoir en fait une hiérarchie d'identité fictive. Hiérarchie d'identité fictive. L'esclave, concept. L'affranchi, concept. C'est pas un être humain. Le meuble, pas un être humain, concept. Hein. On enlève tant les obligations que les droits, en fait, il n'y en a pas pour le meuble. Vous voyez? L'affranchi, pareil. L'indigène, pareil. Un certain nombre de droits vont disparaître. Et c'est comme ça qu'il lui enlève, en fait, je dirais, l'identité humaine, ces identités-là. Mais comprenez bien que ces identités-là ne sont pas humaines. Par conséquent, à ne pas confondre du tout avec l'être tangible, vivant, qui existe, l'être vivant, l'être humain. Deux mondes différents. Et donc, à partir de là, on doit se poser la question, mais comment le législateur, quelle technique utilise le législateur pour faire ça? Ça s'appelle en droit la fiction juridique. C'est-à-dire, en fait, que c'est une technique juridique qui est donnée au législateur, qui consiste, en fait, à nier la réalité. Il s'en moque de la réalité. Ce qu'il veut, c'est atteindre sa finalité. Donc, il a besoin de vous vendre, eh bien, il dit que vous êtes un meuble. Il a besoin que vous le serviez, il vous donne le statut d'esclave. Évidemment, je ne suis pas esclave, je ne suis pas meuble, je ne suis pas indigène. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis un être humain.
Je refuse. Personne consciemment ne veut, je dirais, se socialiser dans un tel système, comme esclave, comme meuble, comme indigène. Nous connaissons l'expérience à quoi ça renvoie. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, vous comprenez bien que le législateur va devoir accompagner par la violence son système. Donc, c'est très important de comprendre en fait ça. C'est un élément substantiel de l'organisation coloniale sur le plan du droit, simplement parce que nous sommes des êtres humains. Parce que j'ai entendu tout à l'heure en fait que l'histoire en effet se construit, se déconstruit. Mais pas les êtres humains, pas notre qualité d'être humain, ça demeure. Il faut bien distinguer en fait, je dirais, la nature de ce dont on parle. Et donc, voilà ces êtres humains qui vont être intégrés depuis l'Afrique, depuis la capture, comme nous l'avons vu, dans ce système. Il a déjà reçu son identité. Et il va être en fait, justement, à ce moment-là, connaître quoi? Depuis l'Afrique, une déportation. Mais pas une déportation physique d'un continent à un continent, une déportation d'un paradigme à un autre paradigme, d'un modèle de société à un autre modèle de société. Et c'est ça la vraie déportation. C'est ça la vraie déportation. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Là, je parle en fait du système, comment il fonctionne. Donc, nous avons compris la technique, la fiction juridique. Alors, je disais l'affranchi, tiens, l'affranchissement. On peut penser en fait que l'affranchi, il est libre. Non, pour le technicien de droit qui connaît ce que c'est le droit, il sait comment aller et comprendre en fait ce qui se passe. Je vous ai dit le cercle. Bien moi, personnellement, par exemple, je peux y aller et comprendre. Et voir en fait la supercherie. Et voir comment en fait on déshumanise l'être humain sur le plan du droit. D'accord? C'est une technique. C'est une technologie. C'est un savoir. Et s'ils ont pu en fait maintenir sous le temps, sur plusieurs siècles, ce système, c'est qu'ils le maîtrisent. Autrement dit, il est possible, sur le plan intellectuel, sur le plan de la connaissance, d'avoir accès à cette maîtrise. Et c'est ça. C'est ce que je souhaite en fait partager rapidement avec vous. Et donc, prenons l'exemple de l'affranchi. Vous imaginez bien qu'en fait que le législateur colon sait que l'affranchi n'est pas un être humain dans la hiérarchisation des êtres, est un être en fait à qui justement on affuble en fait d'une identité fictive. Je cite un esclavagiste, juriste qui sait et qui maîtrise son affaire, Moreau de Saint-Méry, nous sommes en 1789, il commet un ouvrage et il dit ceci dans son ouvrage: l'affranchissement est utile à l'État parce qu'il ajoute à la force politique, mais il est utile aussi comme État mitoyen entre l'esclavage et la liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut comprendre ça. Donc, autrement dit, nous devons avoir la maîtrise en fait de ce dont on parle, sur le plan, je dirais, technique. Et ne pas seulement en fait faire de l'éthique, de la morale. Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Eh bien, maintenant, je passe à une évidence. Nous avons compris qu'en fait, que ce choix, ce système, cette législation coloniale est un choix, une préférence, un goût du législateur européen, mais non point des victimes. C'est leur propres valeurs qui vont être en fait traduites en actes juridiques, en normes. Et comprenez bien, lorsque je parle de normes, là j'intègre bien entendu le droit, mais ça va venir normes morales aussi, normes éthiques, prisme à partir duquel en fait on va voir et interpréter le monde. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on entre dans une certaine efficacité du processus de créolisation. Nous allons voir, en fait, nous allons y revenir. Et donc, oui, j'entends bien, mais je souhaite partager ça vraiment. Nous avons fait des kilomètres et c'est pour justement qu'on partage en fait cet essentiel. Et donc, alors, je disais en fait que ce sont les goûts et les habitudes du législateur européen, mais ce sont les goûts, mais c'est aussi les habitudes. Et je le dis très vite. Ne croyez pas en fait que ce modèle est un modèle qui est né au XVe siècle. C'est un modèle en fait dans l'Europe en fait qui est le modèle de société de l'Europe, des Européens. La Grèce antique. La Grèce c'est une société esclavagiste. C'est une société fondée sur la hiérarchisation des êtres. Le modèle est déjà là. La Rome antique. Le modèle est là, est maîtrisé. Le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est un espace en fait fondé, organisé par cette société esclavagiste. Nous avons des auteurs qui ont fait des ouvrages, je ne veux pas citer. Le temps moderne, après, qui peut commencer à partir bon, par exemple, en fait, c'est le XVe siècle. Le temps moderne jusqu'à aujourd'hui, en fait, ce prétendu, est fondé. Nous sommes encore dans ce même modèle. Alors, je vais vite. Quel nom vont donner les colons
de ce processus, de ce système, de cette socialisation? Eh bien, ils vont dire qu'en fait, que ces êtres qui doivent intégrer ces valeurs, qui doivent se socialiser, doivent être créolisés. C'est leur terme, créolisés. Créoliser veut dire quoi? Créoliser veut dire, je vous cite je vous cite en fait un dictionnaire de l'époque, créoliser, adopter les goûts et les valeurs du colon. Naturaliser, pardon. Naturaliser. Oui. Naturaliser dans les colonies. Adopter les goûts et les habitudes. Ouais, je vais. Non, je garde parce que je vais. Ouais, merci. Comprenez bien, eux-mêmes définissent leur réalité. Ils donnent des mots. Créoliser, naturaliser dans les colonies, adopter les goûts et les habitudes de qui? Du colon, le système de valeurs. Et donc, c'est pour cette raison que lorsque nous prenons les archives, eh bien, ils le disent ouvertement. Il n'y a aucune difficulté pour eux. Une seule citation, mais bon, c'est pléthore. Je cite. Voilà un esclavagiste pour une de Sainte-Marie qui dit ceci. Les commandeurs doivent recevoir l'ordre le plus absolu de ne point infliger aucune correction aux nègres débarquants de Guinée. Ils doivent au contraire leur expliquer avec douceur ce qu'ils ont à exécuter, leur faire remarquer leurs fautes par la voix de leurs compatriotes, qui doivent, autant que la chose est possible, être mêlés parmi eux lors du travail et logés dans leur voisinage. On doit commencer à les corriger que lorsqu'ils sont assez créolisés pour être jugés capables de commettre des fautes avec connaissance de cause, car alors il serait dangereux de leur tout passer. Et ce même auteur qui dit, je cite les Africains, je le cite, après 2 ans, ils seront créolisés et d'excellents esclaves. Comprenez bien. On a dépassé le temps, Oui. mais je laisse Oui, quelques s'il vous plaît. minutes. Hein. Et donc, ça c'est important à comprendre. Et dès lors, et je vais vite, puisque le temps imparti est court, Oui. maintenant, tout ça profondément, pour comprendre en fait ce système. Qu'est-ce qui caractérise toutes ces identités fictives? L'affranchi, l'esclave, le meuble, l'indigène. Nous sommes là, c'est la période, voilà. C'est ce qu'on appelle l'incapacité de jouissance en droit du droit de légiférer. L'incapacité de jouissance du droit de légiférer. Autrement dit, dans ce cercle-là, le droit de légiférer est absent. Mais évidemment, puisque si en fait vous avez le droit de légiférer, vous pourriez changer le système. Comprenez bien le mécanisme. Et donc, vous pouvez être un affranchi et confondre ça avec la liberté, mais vous ne savez pas ce qui se joue. D'accord? Et donc, je dis que nous sommes en fait... Évidemment, vous ne pouvez pas, ce qu'on appelle en droit, la capacité d'exercer le droit, vous ne pouvez pas l'exercer puisque vous ne l'avez pas. D'accord? Bon. Dès lors, il y a cette déportation dans ce système. D'accord? Nous sommes déportés dans ce système. Bon. La question c'est, est-ce que nous sommes un jour sortis de ce système? L'incapacité de faire du droit veut dire quoi? Veut dire en fait, autrement dit, comprenez bien, que la déportation, l'inscription de ce système est l'adoption des goûts et des habitudes du colon, à savoir prendre comme modèle la société fondée sur la hiérarchisation des êtres. Et nous y sommes. Ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle le citoyen, ça s'appelle la République. Je le dis d'emblée, mais parce que j'ai les éléments qui permettent de le dire, et je vous rappelle en fait, c'est quoi un citoyen? Nous sommes en Grèce antique, nous sommes en Rome antique, c'est un esclavagiste. Rappelez-vous, le citoyen, la démocratie relève de cet ordre. Et vous comprenez les frustrations de certains nombres en fait, de gens qui attendent des choses et qui ne voient jamais venir. J'en ai terminé. Merci, merci, merci. Maître Dominique Mounoutukan nous a parlé avec passion. Et il y avait des choses à comprendre. Moi, j'ai compris un certain nombre de mécanismes que je ne connaissais pas. Le micro. Je disais donc que notre liste nous a parlé avec passion et qui nous a passé cette passion. Et à travers cette passion, nous avons compris des choses. Et moi-même, j'ai appris. Il y a des mécanismes que je ne connaissais pas. Il a parlé comme un technicien du droit. Et il a fait ressortir un certain nombre d'éléments et qui peuvent nous donner une conscience de ce qui s'est passé et une conscience de ce qui reste à faire. Ce qui reste à faire, c'est les projections
on n'a pas encore, vous n'avez pas pu parler des projections, mais je pense que dans les débats, la question sera posée sur les projections et que vous aurez l'opportunité de parler des projections. En tout cas, merci beaucoup. Et je vous demande de lui manifester votre plaisir d'être là et d'avoir écouté tout ce qu'il a dit. Merci. Merci. J'ai beaucoup appris. Merci. Madame Vicky Poulain-Catin, vous avez la parole pour nous parler du même thème sous votre prisme. Voilà. C'est un partage d'expérience, comme vous le savez. C'est bon? Ah, bon. Un partage d'expérience. Donc, nous allons donner la parole à Madame Vicky. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour à tous et toutes. Merci je le mets très proche hein, parce que j'ai une petite voix en plus naturellement. Je vous remercie de nous avoir invités. Nous sommes ravis d'être venus depuis nos îles échanger sur cette question de la créolité, de la créolisation, qui nous tient à cœur puisque nous avons cette chape de plomb quelque part dessus de nos têtes. Et pour trouver des solutions, il nous faut échanger.
C'est mieux là, hein? Et c'est mieux pour ma gorge aussi. Alors du coup, l'andragogie, je vous disais à ça de bon, que l'andragogie nous respecte nous tous qui sommes là, parce que dès lors que nous avons 15-16 ans, nous savons que nous raisonnons par nous-mêmes, non? Oui? Non? Oui? Mais je crois que les étudiants, ils ne suivent pas. Je m'adresse surtout à eux, mais ils ne suivent pas. Les étudiants, vous dormez? Oui, ils dorment. Oui, ils dorment. Ok. Oui, parce que je pense que je vais aller m'adresser directement aux étudiants. Donc effectivement, les étudiants, lorsque vous avez 15-16 ans, est-ce que vous raisonnez ou non par vous-même? Oui, non? Oui? Vous avez déjà une expérience, une première expérience. D'accord. Est-ce que lorsque on vous enseigne, vous préférez un professeur qui reste là, qui vous regarde et qui dit « Oh, ils ne savent rien, je vais juste leur dire et puis c'est fini ». Ou bien quelqu'un qui va dire « Je vais m'appuyer sur leurs expériences et puis je vais les faire grandir ». Lequel vous préférez? Ok, alors l'andragogie, c'est exactement ça. Voilà. Et donc l'andragogie permet de responsabiliser. Et nous, en fait, on a choisi, notamment dans mon association qui s'appelle Human Sources, nous avons choisi d'aller auprès de la population, de leur demander, avec d'autres d'ailleurs, on travaille en mutualisation de forces. Nous sommes une grande armée de la transmission du savoir. Et effectivement, nous sommes allés auprès des nôtres demander, voir comment ils voyaient les choses et ce qu'il leur fallait pour se développer. Nous avons compris une chose déjà, c'est qu'il fallait intégrer le multilinguisme. Première chose, nous sommes sur une île. Nous avons notre langue, qui est appelée créole, mais on n'aime pas trop ce terme. On dira notre langue martiniquaise. Nous avons notre langue. Et effectivement, notre langue, c'est notre patrimoine. C'est une partie de notre identité. Et tout ce que nous disons par notre langue maternelle reste ancré en nous et exprime quelque chose qu'on ne pourra jamais exprimer au travers de la langue de l'autre. La langue qu'on nous a imposée. La langue qui nous oblige à traduire dans nos pensées et dans notre cœur. Okay. Donc nous avons premièrement introduit ça. C'est une première piste de développement. La seconde piste, effectivement, elle va sur... alors ça y est, je suis émue et j'ai perdu mon fil. C'est vrai. J'ai perdu c'est à cause du professeur Bachana, j'ai croisé son regard. Et là, c'est... Je vous dis, je suis face à mes pairs. Alors c'est quelque chose quand même de présenter face à ses pairs. Alors, oui, effectivement. Donc, je disais, effectivement, le multilinguisme, première chose. Deuxième chose, effectivement, comme je vous disais, l'inclusion, la co-construction. Si nous faisons des actions de formation qui permettent aux personnes de pratiquer, d'être acteurs plutôt que d'être passifs, spectateurs, ça fonctionne mieux. Donc, nous avons mis ça en œuvre. Et effectivement, on se rend compte que ça fonctionne mieux puisque les personnes se l'approprient. Ensuite... Bien sûr, on ne peut rien faire. On ne pourra jamais rien faire. J'ai entendu un professeur hier, je ne me souviens plus lequel, interroger sur, je crois que c'était vous, interroger sur, doit-on attendre sur les autres, toujours? Ah ben nous, on a intégré la responsabilisation. Parce que ce peuple, notre peuple noir ne pourra avancer qu'avec nous et que par nous. Il faut que nous arrêtions de regarder du côté occidental pour chercher les solutions et attendre servilement que les choses arrivent. Je vous renvoie à Jean de la Boétie, à servitude volontaire. Je vous renvoie à ça. Jetez un œil, c'est très intéressant, c'est édifiant. Donc du coup, la responsabilisation, intégrons ça, soyons-nous, mettons de nous, avançons entre nous. Et ça, on a mis ça en marche. Et en plus de ça, on s'est dit, il manque un petit quelque chose, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Nous sommes ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, je peux vous parler, on peut me voir à l'autre bout du monde. Et ça, c'est puissant. Nous nous sommes dit, on va utiliser ces technologies à bon escient. On ne va pas les regarder de travers. On va les utiliser à bon escient. Et puis, nous allons proposer aux nôtres des solutions de formation via les médias. Tous les médias. Internet. Parce que là, par exemple, on utilise Internet pour aller sur les réseaux sociaux. Les jeunes, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux, regarder des choses qui vous édifient.
et non des choses qui vous avilissent. Il reste Donc, une petite voilà. minute. Oui, je finis. Et puis effectivement, donc nous avons mis en place un certain nombre de programmes à la radio, à la télé, un peu partout, où nous prenons les éléments de notre histoire et que nous allons expliquer aux autres, mais avec les autres. Ils interviennent en direct. Ils interviennent en direct. Et tout ça se mélange, se brasse. Et nous évoluons ensemble. Voilà. Je voulais juste terminer ceci en vous disant, vous avez une expression qui dit « on est ensemble ici ». Eh bien, nous, on dit « ensemble, ensemble ». Il faut nous avancer ensemble, ensemble. Merci, Anchal. Merci. Merci, Madame Vicky Poulin-Catin. J'ai bien aimé ce que vous avez dit. Vous êtes dans le donner et dans le recevoir. Qu'est-ce que... Ça va? Ok. Je disais donc que j'ai beaucoup aimé ce que Madame Vicky a dit et que nous sommes dans une figure de donner et de recevoir. Le donner et le recevoir. Elle nous a dit ce qu'ils sont venus chercher dans cette rencontre. Et elle nous a donné son expérience. Partage d'expérience, partage de l'essentiel. Elle s'est beaucoup adressée aux jeunes. Les jeunes, il va falloir que vous exprimiez, que vous vous manifestiez pour qu'on sente que vous êtes là et que vous allez tirer parti de ce qui se passe ici, aujourd'hui, en ce moment. Les jeunes. Et ensuite, elle a dit aussi que le présent est déjà tourné vers l'avenir. J'ai beaucoup aimé ça aussi. Dans le présent, on est déjà tourné vers le futur, vers l'avenir. Ben, nous sommes là pour ça. Nous sommes prêts à recevoir vos questions d'éclaircissement, vos contributions, une fois que Monsieur Arthur Vidot aura pris la parole pour partager avec nous ce qu'il a partagé. Merci. Je vais quand même... oui, je vous ai déjà présenté. Voilà, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je dis également merci aux organisateurs du colloque qui se tient maintenant. Merci spécialement au professeur Bachana. Pour nous, Africains, Béninois, parler des mots créole, créolité et créolisation revient à le comparer au thème métissage, brassage, échange, vivre ensemble, rencontre. Ces mots ne rappellent pas toujours des instants heureux dans l'histoire des Noirs arrachés à leur continent et envoyés en Europe, dans les Amériques, dans les Antilles. Ces mots, dans la perspective du dépassement de soi, font appel à la capacité des afro-descendants à se construire une identité non calquée sur celle des autres, mais qui a emprunté et aussi donné, beaucoup donné, s'enrichir, se pilier, se densifier. La perception du brassage culturel volontaire ou non n'est pas l'apanage des Africains déportés, faut-il le dire. L'Afrique, berceau de l'humanité, l'a vécu avant, pendant et après son contact avec l'homme blanc. Pour argumenter ce propos, qu'il nous soit permis de prendre le cas du royaume du temps romain, communément appelé royaume d'Abomey ou royaume du Dahomey, État fondé au XVIIe siècle sur le plateau d'Abomey dans l'actuel Bénin. Dans sa thèse de doctorat soutenue en 1992 et intitulée « Le peuplement du plateau d'Abomey des origines en 1889 », l'historien béninois Romuald Michozounou fait état de ce qu'après le départ du royaume d'Alada, un groupe de Agasouvi, encore appelé Alada-Honou, va prendre la voie du plateau d'Abomey pour l'atteindre après plusieurs escales. Accueillis dans un milieu préalablement occupé par les Yoruba, les Wemenu, les A, les Houeda,
les Adja, pour ne citer que ceux-là. Les Agasouvi vont d'abord établir des relations pacifiques avec les premiers occupants, dont ils reconnaîtront le droit sur la terre. Mais avec le temps, progressivement, les Agasouvi vont manifester des velléités de domination du territoire qui découleront sur la naissance du Dahomey. Les Agasouvi, fondateurs du Dahomey, ne dirigeront pas seuls leur royaume. Ils associeront des communautés ou les communautés préétablies dans la gestion du pouvoir. Ainsi que du règne de Webadja, qui était sur le trône entre 1645 et 1685, à celui d'Adondozan, qui était sur le trône entre 1797 et 1818, tous les ministres, sans exception, du Dahomey seront des Yoruba, soit des Yoruba, des Adja, des Hweda, des Za, des Chi, etc. C'est donc la participation de toutes les communautés installées sur le plateau d'Abomey qui fera du Dahomey un État important dans l'espace ouest africain précolonial, du moins entre le XVIIe et XIXe siècle. Le nom donné aux habitants du plateau d'Abomey, les Fonds, est une parfaite illustration du brassage ou du métissage culturel. En effet, dans sa thèse soutenue en 2019 et intitulée « Les Anator dans le Dahomey, des origines en 1900 », l'historien béninois Justin Volontor affirme que ce sont des commerçants adja, habitués aux communautés préétablies du plateau d'Abomey, qui vont les appeler les Fonds ou les Fonds. Fonds vient des grands arbres, touffus appelés fontis, sous lesquels vivaient les pré-Agasouvi, c'est-à-dire les communautés installées avant l'arrivée des Agasouvi, fondateurs du Dahomey. Le vocable fond est donc le nom du fruit de couleur noire, comestible, que donne l'arbre appelé fontis. Arrivé bien plus tard, les Agasouvi n'étaient pas des fonds et refusaient même de porter le nom exclusivement réservé à la roture. C'est sous le règne de Gezo, donc entre 1818 et 1858, que tous les habitants du Dahomey, roturiers et princes confondus, finiront par s'appeler fonds. Désormais, il n'y avait plus aucun mal à se faire appeler fonds dans le royaume, le mot n'ayant plus aucune connotation péjorative. Le Fongbe, langue parlée sur le plateau d'Abomey, est donc une langue issue de toutes les langues des groupes socio-culturels présents dans la région. Dans sa thèse de 3e cycle, soutenue en 1984 et intitulée « Les sièges des rois d'Abomey et le siège à Caen », l'historien de l'art béninois Joseph Adandé a indiqué que des routes reliaient Koumassi et le monde à Abomey depuis le XVIIIe siècle au moins. Ces voies de communication ont naturellement favorisé des séjours de quelques princes à Caen, à Abomey. Mieux encore, le Dahomey s'est inspiré du modèle à Caen pour fabriquer ses sièges royaux depuis au moins le règne de Agonglo, entre 1789 et 1797. Le brassage culturel dans le royaume du Dahomey se retrouve à travers l'adoption de nombreuses divinités originaires de localités plus ou moins éloignées. L'islam et le christianisme ont été des pratiques religieuses qui ont été acceptées également dans le royaume du Dahomey. Et à ce sujet, Pierre Kipré, historien ivoirien et auteur du livre Culture et identité nationale en Afrique de l'Ouest, le DA dans la société béninoise d'hier à demain, dit, je cite, « Loin du prosélytisme des religions révélées, le vaudou des fonds n'exclut pas les autres religions. Chacun est probablement le lignage royal plus que les autres, se donne d'acquérir le plus de protection possible de l'au-delà pour plus de puissance spirituelle et mystique. » Fin de citation. Le mariage a joué un rôle essentiel dans le métissage culturel des peuples du Dahomey. En dehors des relations matrimoniales qui ont existé entre les différents groupes socioculturels établis sur le plateau d'Abomey, certains parmi eux, les Agasouvi en l'occurrence, ont épousé des femmes non originaires de la région. Ces dernières, c'est-à-dire ces femmes,
sont parfois même devenues des épouses favorites et ont mis au monde des princes qui, par la suite, sont devenus des souverains, comme c'est le cas du roi Agonglo. Agonglo, dont la mère, Nae Senoumé, est originaire du pays Mari, précisément de la commune de Savalou, notamment du village de Mompa. Je peux prendre également le cas du roi Tegbessou, qui était fils de Agadia et qui était sur le trône du Dahomey entre 1640 et 1774. Le roi Tegbessou avait pour mère Nae Wandjile. Nae Wandjile était une femme Adja, originaire du village de Adja Romain. Je prendrai également, pour terminer dans ce registre, le cas du roi Glélé. Dada Glélé était roi du Dahomey entre 1858 et 1889. Et lui, sa mère était une Marie originaire de la commune d'Adakplamé, qu'on retrouve aujourd'hui dans l'arrondissement d'Adakplamé, qu'on retrouve aujourd'hui dans la commune de Kétou. En conclusion, nous dirons que les exemples du brassage, de métissage, de rencontres sont multiformes dans l'histoire du Dahomey. Sachez-vous qu'un enfant né sur le territoire du Dahomey, même de parents étrangers ou dans des conditions serviles, était considéré comme un Dahomeynou, un objet du Dahomey, un sujet du Dahomey, un citoyen du Dahomey. Et donc, du coup, il n'héritait pas des conditions ou de la condition sociale de ses parents. Il naissait libre. En aucun cas, donc, il n'héritait du statut social de ses parents. Cette disposition, prise par la constitution du Dahomey, avait pour objectif de favoriser la croissance démographique du pays et aussi permettait aux hommes et aux femmes les plus méritants d'accéder aux marches les plus importantes de la société, du pays, du royaume, peu importe leur origine. Aujourd'hui, plus que jamais, les pays d'Afrique mettent tout en œuvre, chacun en ce qui le concerne, pour passer de l'état d'État à l'état de nation, sans parfois prendre le temps de scruter à la loupe leur histoire, leur propre histoire. Pourtant, des sociétés africaines précoloniales, comme c'est le cas du Dahomey, sont parvenues à se constituer en nation, dans la différence et le respect de l'autre. Et à ce niveau, je pourrais vous recommander un ouvrage de 282 pages, publié en 1974 par un juriste béninois, Maurice Anzo Glélé, dont le titre est « Le Dahomey du pouvoir Adja à la nation fond ». Pourquoi ne pas s'inspirer de ce type de modèle? À notre avis, le fait permettrait de bâtir des États-nations suivant des modèles locaux qui aboutiraient certainement, c'est notre point de vue, à un panafricanisme vrai, multiculturel, tolérant, reposant surtout sur des rencontres. Je vous remercie. Un grand merci à Arthur Vido qui me fait revenir sur le mot rencontre. Rencontre, quand tu nous tiens, c'est partage, c'est échange et on apprend beaucoup. Je pense que chacun et chacune d'entre nous, nous allons repartir avec quelque chose de nouveau dans nos connaissances. Histoire à regarder avec un regard nouveau, enrichi. Ça me rappelle le livre de Max Dufresneau, qui a fait longtemps ici l'université. Et c'est un Martiniquais. Et il s'est beaucoup intéressé à la langue et à la réminiscence de la langue dans leur langage là-bas. Et c'est un livre qui existe, qui est très intéressant. Et il a vraiment voulu venir à cette rencontre pour en parler. Mais bon, voilà, ce sera pour la prochaine fois. Donc, Monsieur Arthur Vido, j'ai appris sur les fonds, j'ai appris sur les Akans, j'ai appris sur le vaudou, et partage, échange, espoir, enrichissement.
Merci beaucoup. Nous allons ouvrir maintenant débat de 30 minutes. 15 plutôt, me dit professeur Bachana. Je vois déjà des doigts. Ok, je vais prendre les noms. Qui peut m'aider à prendre les noms? Ah oui. Il y a plusieurs. On va prendre les premiers doigts et puis on a 15 minutes. Je commence de ce côté. Allez, votre nom, s'il vous plaît. Je vous connais, mais je ne me rappelle plus du nom. Votre Adoté. Adoté. Uh-huh. À côté de vous, vous avez levé le doigt. C'est vous, ma petite. Dites ton nom. Ah, comment? Ayele, donc un prénom. Aïté? Ah, Aïté, d'accord. De ce côté, toujours. Dogbe. Ok. Oui, je vais prendre. Où? Ah, on va arrêter pour ici. Akpaki. Bon, on va prendre 5 comme on le fait habituellement. Je vais prendre le professeur Apédoama. Vous venez de parler, donc je vous connaissais avant, Apédoama. Et derrière, un étudiant, Koda. Odor. Odor, O-D-O-R. Faut pas me perturber. Odor. Ok. D'accord, on va donner la parole au professeur Adoté. Je connais votre fonction. La parole est à vous. Est-ce que les techniciens sont là avec le micro? Avec le juriste. Le juriste à côté, oui. Je suis Adoté Bibi. J'ai fini ma carrière avec des études en intelligence stratégique, sécurité et défense. Micro. En intelligence stratégique, sécurité et défense. Donc nous avons travaillé sur les 2 plans d'intelligence politique et stratégique, c'est-à-dire l'esclavage, dont les résultats ont acheminé le processus de construction du plan stratégique, la colonisation, de 1810 vers 1849-50 et le démarrage de ce plan stratégique, qui est un plan d'infériorité. Un plan d'infériorité jusqu'en 2023, sous différentes formules. Aujourd'hui, la formule qui est engagée, c'est la formule d'investissement. Ils viennent investir et toujours vous êtes en position d'infériorité. Là où je prends un tout petit peu votre discussion en critique, c'est entre déportation. Ce n'était pas de la déportation. Je vous donne un exemple de déportation. Lorsque les Israéliens ont infligé des pressions sur les Palestiniens se sont rangés en Égypte. Et quand ils sont partis en Égypte, ils n'ont pas voulu respecter les lois de l'Égypte. Ils ont créé leur thèse pour en faire un territoire en Égypte. Les Égyptiens les ont déportés. C'est ça la déportation. Mais ce qui s'est passé sur nos côtes africaines par des anthropos humains vers l'autre façade de l'Atlantique, c'est le transbordement humain maritime. Le transbordement humain maritime par l'esclavage. J'ai expliqué ça hier. Donc, il y a eu ce grand mouvement vers les Amériques, et puis après des Amériques, quelques révolutions dans ce groupe des Africains pour aller vers les îles qui constituent les îles entre l'océan Atlantique et la mer Caraïbe. Je demande à Vicky, combien d'îles vous avez entre Cuba et les côtes de l'Amérique latine et qui pratiquent les créoles? Vous avez des créoles segmentaires.
créole de Guadeloupe n'est pas créole de Martinique. Et créole de Martinique n'est pas créole de Jamaïque. Alors, c'est très intéressant pour que nous connaissions cela. Alors, collègues du Bénin, on dit créolisation. Et quand on prend le fond, comment on va dire ça en français? Et je voudrais demander au professeur Gaïbo et M. Amavi, qui sont les grands patrons de l'Académie Guingbé. Alors, comment vous comprenez le mina comme brassage? Est-ce que véritablement le mina est un outil de brassage? Guingbé, est-ce que c'est véritablement un outil de brassage comme on le voit chez les créoles? Véritablement, c'est l'outil. Hein. Bon, bien entendu, il y a des coups de pied, pas des coups d'état, mais des coups de pied, et qui permet que, au niveau de cet ensemble que vous formez, combien d'îles vous avez et comment vous pratiquez les relations de créole de Guadeloupe vers créole de Martinique, créole de Bahamas, créole de Cuba, créole de Jamaïque, puisque je vis ça dans le cadre de mon travail que je fais à Jamaïque. Très rapidement, mademoiselle Ayeti. Je vous remercie. Je réponds au nom de Ayeke, je suis Aizika. Ma question est celle-ci. Elle s'adresse au maître Monutuka. Je vous remercie vraiment pour votre plaidoirie. J'ai beaucoup aimé, apprécié. Alors, j'aimerais juste demander, sommes-nous sortis du système de la créolisation? Parce que face à tout ce que nous voyons aujourd'hui, si nous nous basons sur les exemples et tout, je peux dire, selon moi, mon apport, c'est que nous ne sommes pas encore sortis du système. Donc, j'aimerais connaître, apprendre de vous, est-ce que nous sommes toujours dans ce système ou nous sommes toujours dedans? Merci. Mademoiselle Dogbé. Merci. Ma question rejoint un peu celle du professeur et de ma camarade, mais je me dois de la répéter. Comment la colonisation favorise-t-elle l'inclusion et la diversité culturelle, ou est-ce qu'elle conduit à l'assimilation? En généralisant, je pourrais dire que nous sommes tous dans le système créole, si je peux le dire ainsi. Comment est-ce qu'elle favorise la diversité ou est-ce l'assimilation culturelle? Je vous remercie. Mademoiselle Akpaki. Merci. Moi, j'ai une question et une doléance. Ma question s'adresse au professeur Vido. Dans votre intervention, vous avez parlé des relations qui existaient entre le royaume du Dahomey et les autres peuples, si je peux le dire ainsi. Alors, si nous prenons l'exemple du pays Mahi, qui était en quelque sorte le terrain de chasse d'esclaves par excellence des Dahoméens. Et pour les Mahis du côté togolais ici, pour parler, ils prennent des raisons qui ont favorisé le départ du site d'origine pour le Togo aujourd'hui. Ils donnent comme raison la vente des leurs par le royaume du Dahomey. Alors que vous venez d'exposer que le Dahomey avait d'autres relations, à part cette relation de domination sur les autres. Donc, quels sont les facteurs qui peuvent permettre de voir l'aspect alliance ou rencontre fructueuse du royaume du Dahomey avec les autres peuples ou royaumes? Donc, ma seconde est au-delà des efforts. Ça s'adresse à notre maman Etnor et à Madame Vicky. Au-delà des efforts des gouvernements des différents pays sur la question de la scolarisation de la jeune fille. À notre époque aujourd'hui, on remarque, ou bien on attend de gauche à droite, ce qui semble à un mépris, ou bien on te traite de raté,
lorsque le jeune, ou bien surtout la jeune fille, s'intéresse aux études, surtout universitaires, pour aller plus loin, on te voit comme si tu es raté à peu près. Et on te dit, en ces termes, je répète, que la finalité de ce que tu es en train de faire, c'est le mariage. Alors, maman, qu'est-ce que vous nous conseillez aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, moi et mes sœurs ici présentes, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit entendre? Et merci. Merci beaucoup, mademoiselle Akpaki. Et on va passer à Pedouama. Micro. Si. Bon, en écoutant nos amis de Martinique, je constate, et je l'ai vu déjà dans plein de documentaires sur les Antilles, tout ce démembrement de l'État français aujourd'hui, c'est toujours... on a l'impression que la colonisation continue là-bas. Hein? On a l'impression que la colonisation continue là-bas. Et par rapport à votre réaction, peut-être les gens les plus conscients, qui se situent sur une ligne de résistance, eh bien, on ne peut que vous encourager à cette résistance. Parce que résister face à l'oppression, c'est un humanisme. Hein? Et je ne comprends pas que la France puisse coloniser des morceaux de la France. Hein? C'est choquant. Merci. Odor, le jeune, voilà. Moi, c'est Jean-Léon Doviodor, étudiant en géologie. Ma question s'adresse à Monsieur Dominique et à tous les enseignants-chercheurs. Force est de constater que les enseignants-chercheurs arrivent à comprendre les systèmes d'exploitation des envahisseurs. J'aimerais connaître les motifs qui vous empêchent ou bien les facteurs de faire part à la communauté africaine et l'au-delà pour s'engager dans le développement et affirmer l'identité culturelle originaire qui est à la base de notre développement. Merci. Bon, nous allons passer aux tentatives de réponse. Et les discussions vont continuer au cours des repas. Donc, tous les intervenants ont eu des questions et il y a eu une demande. C'est pas une doléance, c'est une demande. Et donc, moi, j'ai une question aussi à laquelle je dois répondre. Je vais passer la parole d'abord à Maître Dominique Monoutuka pour répondre à l'ensemble des questions qui vous concernent. Voilà. En 2 minutes. Voici. Ah oui. Excusez-moi, c'est moi. Merci. Alors, d'abord, le concept de déportation. J'ai employé ce terme pour vous permettre en fait de comprendre qu'en réalité, ce déplacement est un déplacement systémique. On sort d'un paradigme pour entrer dans un autre. Et ça dépasse la géographie. Et c'est pour cette raison que j'ai dit en fait que ça a commencé lorsqu'ils arrachent en fait les Noirs africains sur le continent. Ils sont déjà institués comme étant des êtres inférieurs. Le système existe déjà, ils y sont. Par conséquent, ce changement de paradigme, il est essentiel. Et je dis en fait, puisque vous avez raison monsieur lorsque vous parlez de résistance, mais lorsqu'on résiste, c'est qu'on veut protéger quelque chose, l'intégrité de quelque chose. Mais l'intégrité de quoi? De notre paradigme originel dont parle ce jeune homme. Et donc il faut, comme eux, en face, ils maîtrisent leur paradigme fondé sur la hiérarchisation des êtres. Nous devons connaître en fait le nôtre et le maîtriser. Et c'est ce dont je parle, et ça relève de la dimension institutionnelle. Et qu'est-ce que la colonisation? La colonisation n'est point le métissage. Ça, c'est une perception erronée. Nous avons déjà réglé en termes de recherche en fait cette problématique-là. Je vais vous lire rapidement tout à l'heure un passage en fait d'une chercheuse en fait du CNRS. C'est déjà réglé ça. C'est un système, c'est de la dimension sociétale, c'est de la dimension institutionnelle la colonisation. C'est du droit.
c'est un processus de socialisation imposé par le droit. Et le législateur colonial est garant, en fait, de cela. Et nous devons tous nous y plier. Et notre morale, notre prisme moral, en fait, doit s'y plier aussi. Et donc, ça, c'est important. Créole, créolisation, créolité. Créolité, c'est quoi? C'est une photo, à un moment donné, de la situation de créolisation que se trouve la population ou la société. Créole. Pourquoi créole? Créole, en fait, pour l'histoire le montre, nous l'avons déjà réglé ça. Le colon porte, lorsqu'on dit que noir est créole, c'est que pour lui, en fait, il est déjà créolisé et par conséquent, qu'il est déjà, en fait, en état de propriété puisqu'il a tellement intégré les valeurs et les goûts de socialisation, il est créolisé, donc, les goûts et les habitudes du colon, que maintenant, en fait, il va se comporter, se plier, se socialiser selon ça, en fait. Et il va se comporter comme un être inférieur, c'est-à-dire adhérer au fonctionnement de ce système et à dire que, mais c'est le mieux, c'est le mieux. Et donc, nous sommes emprisonnés à ce moment-là. Et donc, j'ai entendu monsieur parler de la créolisation, mais c'est pas ça. D'ailleurs, il a parlé de ce qui... C'est un objet scientifique qui relève en fait de la période esclavagiste colonialiste qu'il faut étudier de manière sérieuse. Et pourquoi créole? Pourquoi la langue porte créole? Mais c'est nous qui avons... C'est nos ancêtres en fait qui ont créé cette langue. Mais pourquoi créole? Le mot posé dessus. Il aurait pu avoir un autre nom. Mais c'est parce qu'en fait, il faut comprendre ça. Au bout du processus de créolisation, après 2 ans, un excellent esclave, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il considère les colons en fait qu'après 2 ans, eh bien, on peut lui donner le titre de créole. Après, le processus de créolisation devient créole. C'est un processus. Et dès lors, en fait, à partir de là, c'est sa propriété, puisqu'il fonctionne selon l'ordre de la hiérarchisation des êtres. C'est sa propriété. Et donc, c'est un acte de propriété. Vous avez un bœuf, c'est votre bien, ou une vache. Si la vache fait du lait, mais c'est à vous aussi. Vous comprenez? Et donc, l'identité fictive, les identités fictives sont qui relèvent de la chosification. De la d'humanité. Et par conséquent, c'est un acte de propriété, c'est une institutionnalisation de la propriété, que vous en soyez conscient ou pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc cet acte, en fait, pour le statut d'esclave de meuble, par exemple, ça signifie que, bien entendu, non seulement, en fait, l'être doit devenir créole, mais s'il a un bien, il doit porter le nom de créole qui revient au maître. Mais pourquoi créole? Je vais vite. Le créole, c'était qui? Les colons, pourquoi? D'où ça vient? On désignait créole les colons sur place. Ils l'ont appelé à un moment donné créole. Parce qu'ils avaient constaté quoi? Ils avaient constaté que c'était les plus imprégnés de l'ordre esclavagiste, des valeurs du colonial. C'est eux qui sont dans la pratique et qui sont les plus mauvais. Il faut en avoir conscience. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont élaboré leur concept, créolisé, adopter les goûts du colon, le colon. Et donc dès lors, être créolisé, c'est adopter ces goûts-là. Et c'est pour cette raison, c'est de là que vient créoliser le mot créole. Et c'est pour cette raison que nous disons, c'est nos ancêtres qui ont créé cette langue. Donc, pas de question, en fait, que vous l'appropriez, cette bande de salopards où vous n'avez rien créé, c'est nous, pour survivre, nous avons dû nous donner des connaissances, en fait, systémiques, comment créer une société et comment retrouver. J'ai des solutions très précises. Et je terminerai là pour dire, en fait, que ce qui nous gêne, en fait, c'est du discernement, c'est la connaissance, c'est la vraie connaissance. C'est-à-dire, en fait, assumer pleinement qui nous sommes. À la question qui nous sommes des humains. Mais alors, la grande question, puisque ce sont des systèmes de déni d'humanité, de hiérarchisation des êtres, ils savent comment instituer des êtres qui ne sont pas des êtres humains. Vous comprenez, les êtres fictifs. Mais savons-nous instituer l'être humain en droit? Eh bien oui, c'est possible. Mais ça relève de la connaissance. Merci. Et Madame Vicky, pour répondre à l'ensemble des questions, des demandes qui se sont exprimées. Alors, du coup, la première question, elle va me permettre de me racheter dans une digression que j'ai faite, puisque du coup, en évoluant en mode, on va dire, dégradé, je n'ai pas cité de source, de référence, rien du tout. Je suis allée un peu en freestyle. Donc du coup, je vais répondre à cette question concernant comment effectivement ce métissage dit créolité nous permet d'évoluer. Je vais renvoyer à quelqu'un qui l'a dit mieux que moi, Edward Camo Braithwaite, qui est barbadien et qui effectivement définit la créolisation comme une forme d'hybridation culturelle ayant pour but une unification des peuples, quelle que soit l'origine ethnique. La créolisation qui apparaît dans la Caraïbe est une identité multiple, sans frontières, mélangeant les racines européennes, africaines, indiennes, etc., créant ainsi une nouvelle culture unique. Mais la créolisation, chez nous, elle est forcée. Et tout ce qui est forcé crée aussi des mots
des effets indésirables, je dirais. Et c'est vrai que chez nous, ça crée ce sentiment de double identité, de double conscience. Je vous renvoie aussi aux études de Paul Giroir qui vraiment ouvre à ça. Et c'est vrai que nous avons cette notion d'identité qui est à la fois riche, mais bloquante, parce qu'une identité ne s'acquiert pas juste comme ça se construit tout au long de la vie. Mais il faut qu'on en ait conscience et que nous nous responsabilisions pour avancer. Je vais m'arrêter là, on pourrait aller très très loin, mais je vais m'arrêter là. Ensuite, professeur, votre question, en fait, je vais répondre de façon simple. Il y a autant de créoles, de langues créoles, dites créoles, qu'il existe d'îles dans la Caraïbe ou de territoires dans la Caraïbe. Et nos ancêtres ont fait qu'ils ont développé ça de telle sorte où il y a peut-être un peu d'épigénétique, je pense en nous, qui font que c'est comme pour les chrétiens, c'est comme une Pentecôte, si vous voulez. Je vais faire simplement. Nous nous comprenons d'une île à l'autre. Et nous avons un patrimoine caribéen que nous partageons. Et ce patrimoine caribéen, nous sommes en train de le faire évoluer. Parce que ce patrimoine caribéen est une force. Nous nous comprenons dans nos diversités parce que nous avons un socle fondateur qui est celui de l'Afrique. Voilà. Moi, je ne veux pas voir par le prisme français qui nous a causé des torts. Je veux voir par le prisme de base qui nous réunissait et qui a fait qu'aujourd'hui nous puissions communiquer ensemble et que nous pouvons continuer à construire ensemble. Et puis, la demoiselle, c'est une question qui est chère à mon cœur parce que j'ai un parcours dit atypique. J'en ai pris des claques dans la vie aussi du fait de ma condition féminine et de ma condition sociale. Hein, comme on dit chez nous, il y a une expression qui dit « m'empaïche personne ». Ça, c'est horrible chez nous parce que ça veut dire « je ne suis l'enfant de personne ». Dès lors qu'on n'a pas un statut social fort, on nous oppose ça. Oui, mais tu n'y arriveras pas parce que tu n'es l'enfant de personne. Moi, j'estimais que je devais vivre pour moi. Je croyais en l'autodétermination. Je croyais en ce que ma grand-mère qui m'a élevée m'a transmis. Elle était ce qu'on appelle une femme jock chez nous, une femme forte, une femme potomitan, une femme centrale, une femme qui avait des convictions et de la force. Et donc, du coup, je me suis inspirée d'elle et j'ai décidé de faire ce que je devais faire et ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, si là, à 44 ans, je suis doctorante, ma petite sœur, c'est qu'effectivement, le savoir, c'est une arme de développement massif. Il faut savoir l'utiliser. À toi de décider ce que tu feras de ça. Merci. Merci beaucoup. Je vais répondre à la question posée par mademoiselle Akbaki, les relations entre le Dahomey et le pays Mari. Vous savez, ces relations n'ont pas été que conflictuelles. Ce qu'on sait essentiellement des rapports entre le Dahomey et les autres États, c'est essentiellement des rapports ou des relations conflictuelles. Il est vrai que le Dahomey était un État expansionniste, on le dit même, était un État belliqueux, un État qui s'étendait au fur et à mesure. Donc, il a fallu des conquêtes de territoires, des mises en condition civiles, etc. Mais il n'y a pas eu que ça dans les relations du Dahomey, entre le Dahomey et les autres États. J'ai parlé par exemple du pays Ashanti. Bon, pour le pays Yoruba, j'ai envie de dire, ça va de soi. Mais également pour le pays Mari, il y a eu des relations pacifiques. Je veux vous donner un exemple. En 1786, lorsque le royaume du Dahomey devait attaquer Badagry, qu'on retrouve aujourd'hui dans l'actuel Nigeria, le Dahomey a fait recours aux Mari qui l'ont aidé en termes d'effectifs militaires à attaquer cette localité-là. Donc il arrivait que les deux pouvaient se combattre, mais quand il s'agissait d'un intérêt commun ou d'intérêt commun, ils étaient capables de se mettre ensemble et d'aller conquérir et puis profiter des biens issus de ces conquêtes-là. Il y a eu également, comme je l'ai dit tout à l'heure, des liens de mariage, il y a eu des relations commerciales, etc. Et pour la plupart des personnes qui étudient ces relations-là, elles ont le sentiment que de tout temps, le royaume du Dahomey cassait ou arrivait à casser aussi facilement le pays Mari. Ce n'est pas vrai. Il y a un ouvrage qui a été publié tout récemment, je crois en 2020 ou 2021, les défaites militaires dans l'histoire du royaume du Dahomey. En vérité, le royaume du Dahomey a connu plus d'échecs militaires que de conquêtes militaires. Et s'il y a un pays ou un territoire face auquel le Dahomey a beaucoup perdu, c'est face aux Mari. Donc les Mari n'étaient pas
des êtres aussi faciles qui attendaient que les Dahomey nous viennent et les prennent du moins. C'était un peuple qui était jaloux de sa liberté et qui s'est toujours battu pour le faire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ces maris-là sont déplacés du côté béninois, je vais dire, pour se retrouver du côté togolais, parce qu'ils ne voulaient pas être sous la domination quelconque du royaume du Dahomey. En ce qui concerne la définition du créole en Fangbe, sincèrement, je ne connais pas. Donc, je n'ai pas envie de m'avancer. Merci. Voilà, merci. Toutes les questions ont été répondues. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette session de panélistes, de panels sur créole, créolité, créolisation. Quel sens? Mais je suis un peu inquiète sur quelle projection sur nos sociétés africaines. Il me semble que cette partie doit nous projeter vers l'avenir. Et cette rencontre est un présent, mais pour un futur proche, pour un futur qui vient et un futur lointain, qu'est-ce que nous projetons? Projeter rêves, désirs, sortir de nouvelles idées, sortir des situations actuelles pour aller loin. Je vous convie à continuer à réfléchir aux projections. Et puis, on n'est pas à la fin. On recueillera certainement vos pistes de réflexion, vos pistes d'action sur la projection sur nos sociétés africaines. Je sais que, pardon, quelqu'un veut parler? Projection, ça me semble un départ de cette rencontre. C'est bon? Le professeur me dit que c'est fini. C'est terminé. Moi, je vais répondre à la question sur la scolarisation des filles et le mariage. Cette question mérite un exposé. La scolarisation des filles, on s'est battu pour que ça soit une réalité, non seulement dans le primaire, mais dans le secondaire et au niveau supérieur. Maintenant, on est content, on est heureux de voir que les filles ne s'arrêtent plus au niveau primaire, mais qu'elles vont plus loin. Et la scolarisation, c'est pas un choix, c'est une nécessité. Nous sommes déjà dans une société où on parle d'intelligence artificielle. Et donc, si vous n'êtes pas scolarisé, si vous ne savez pas lire et écrire et taper sur les médias, mais vous êtes un peu en dehors. La scolarisation, c'est une nécessité. Par contre, le mariage est un choix. Je choisis de me marier ou je choisis de ne pas me marier. Mais si je choisis de ne pas me scolariser, c'est grave. Allez, c'est tout ce que je peux dire. Ben voilà, nous sommes pris par le temps, mais je reste disponible
dans la foule. Je suis contente que des étudiantes et des étudiants se projettent déjà. Merci beaucoup. On va se lever ensemble. Merci à tous nos panélistes. Et ils sont disponibles, hein, ils sont parmi vous. Vous pouvez vous rapprocher d'eux pour poser d'autres questions ou approfondir celles que vous avez posées. Merci pour votre patience et à bientôt. Un banc nourri à notre maman, à nous tous, et aux panélistes, et toutes nos excuses pour avoir donné l'air d'être intransigeant par rapport à la gestion du temps. Je comprends que dont nous débattons soient des sujets extrêmement sérieux, mais je vais nous demander à nous tous de faire l'effort de ne pas céder à l'émotion ni à la frustration et de faire science. La science est en dehors de l'émotion et elle est courtoise. Voilà ce que je voudrais ajouter.